Akhmim conserve donc son influence politique parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, la reine Néfertari est issue d'une famille patricienne de la ville. Elle appartient à une puissante famille de notables qui exerce une influence sur la politique du pays. La reine est associée au pouvoir politique de son époux. C'est elle qui nomme le premier prophète d'Amon et qui entretient les relations diplomatiques avec le royaume hittite. La couronne délaisse peu à peu le sud, à part Memphis, où le prince héritier est placé à la tête du clergé de Ptah. Il va dynamiser le culte du taureau Apis, incarnation de Ptah, visible et vénéré par tous. La monarchie gagne de cette façon, encore une fois, le soutien de la population locale. Le choix de Memphis pour forger l'influence politique du prince héritier, encore une fois, n'est pas un choix anodin. Il s'agit de la première capitale du royaume égyptien, la grande ville de l'ancien empire. Le futur pharaon utilise le prestige de cette cité pour se placer dans la lignée des illustres pharaons de cette période et asseoir comme ça sa légitimité. C'est dans ce but que le fils de Ramsès II, Khémouaset, restaure plusieurs monuments royaux du IIIe millénaire. Ramsès II fonde une nouvelle capitale, Pi-Ramsès, dans le delta du Nil. La situation de la ville, là encore, n'est pas anodine. Elle est construite à proximité d'Avaris, l'ancienne capitale des Hyksos. Le pharaon s'érige donc comme l'héritier de ces rois pasteurs. C'est une sorte de légitimité, si vous voulez. Il se place également sous la protection de l'ancienne divinité tutélaire des Hyksos, Seth, le dieu de l'orage, du désert et du chaos. L'érection de la nouvelle capitale relève également d'une caractéristique stratégique. Elle se place exactement à l'embouchure des routes qui traversent le Sinaï et sur le port qui donne accès au bassin méditerranéen. L'Égypte est comme ça connectée au réseau d'échanges qui vont la relier à l'Asie et au monde égéen. La ville est entourée d'un mur d'enceinte de plus de 500 mètres de côté. Elle est dominée par le palais royal. Des casernes abritent la charrerie royale, sont construites à proximité, ces chariots donc. Non loin de là, on trouve les grands ateliers où sont donc fabriquées les armes, les pièces de l'équipement militaire, tout ça en bronze. Un temple dédié à Amon est construit au nord, tandis que dans le quartier sud, qui inclut les ruines de l'ancienne Avaris, se trouve le temple de Seth. Les bâtiments administratifs sont blanchis à la chaux, faut imaginer ce que ça doit être, les encadrements des portes et des fenêtres sont peints en vert turquoise, tout ça doit être extraordinaire. Le déplacement du centre politique et administratif du royaume dans le delta montre une fois encore que le pouvoir regarde vers l'Orient. Avec la disparition du Mitanni, c'est maintenant l'Égypte qui domine l'échiquier politique entre le pays de Canaan et la vallée de l'Oronte. Les Ramessides, originaires du delta, connaissent parfaitement la situation politique en Asie. Du coup, ils préfèrent agir avec réalisme et prudence. Ils s'attachent à affermir la situation égyptienne dans le sud du Levant, leur garantissant le contrôle des routes qui relient l'Égypte à l'Asie. Ils vont construire des centres dotés de greniers, de puits construits le long des routes abritant des garnisons permanentes. Ces centres sont ravitaillés depuis les greniers royaux du delta. Ils font aussi aménager des ports militaires sur la rive nord du Sinaï, où une marine de guerre contrôle même le cabotage. Horemheb, Ramsès Ier et Séti Ier lancent des expéditions militaires dans la région pour soumettre les populations nomades qui vont y circuler. Le fisc lève un droit de passage sur les caravanes qui transitent entre l'Égypte et le pays de Canaan. La région constitue donc la partie méridionale de l'État pharaonique au Levant. Le pouvoir égyptien s'emploie à affermir sa présence dans le sud du Levant et à contrôler les routes qui relient l'Égypte à l'Asie, encore une fois en levant des droits de passage sur les caravanes. En 1290, évidemment avant notre ère, Séti Ier mène une campagne militaire jusque dans la vallée de l'Oronte. Il s'empare de Kadesh, prend le contrôle des routes de Syrie, de Mésopotamie, menant à l'Amourou, l'actuel Liban. Son fils, Ramsès II, va mener 6 campagnes militaires pour empêcher que le royaume hittite ne s'approche des possessions égyptiennes en Canaan. Le moment le plus célèbre de ces campagnes, c'est la bataille de Kadesh en Syrie du Nord. On est en 1274 avant notre ère. Elle se finit par un traité de paix en 1258. Aucun des deux belligérants ne dispose des moyens militaires pour s'emparer de la capitale de l'autre.
Ramsès II l'érige, lui, en éclatante victoire, mais en réalité, vous savez qu'il n'en est rien, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. L'Amurru passe sous contrôle hittite et cette bataille signe en fait la fin de la domination égyptienne dans la région. Du coup, les deux nouveaux alliés entretiennent des relations diplomatiques par des échanges de lettres, des présents et des mariages, puisque Ramsès II épouse plusieurs filles du roi hittite. J'ai déjà eu là aussi l'occasion d'en parler, c'est dans les 5 minutes je pense. De hauts dignitaires sont chargés d'entretenir les liens entre les deux cours. Ces missions diplomatiques confiées à des Égyptiens du Nord, notamment au grand prêtre de Ptah, il devient lui le porte-parole du pharaon auprès du roi hittite. Tout ça va établir une proximité avec les membres de la famille royale. Ces ambassadeurs vont jouer le rôle de conseillers politiques durant cette longue période d'entente entre Égyptiens et hittite. Et quand au XIIe siècle, toujours avant notre ère, le royaume hittite disparaît, l'Égypte peut affermir sa domination sur la partie sud du Levant. Mais en 1208, le successeur de Ramsès II, Meremta, est obligé de conduire son armée en Asie pour reprendre la plupart des sites stratégiques cananéens. Tout ça n'est pas simple, parce qu'effectivement, voilà longtemps que les armées égyptiennes ne sont pas intervenues au Proche-Orient. Et vous avez des petits royaumes locaux qui en ont profité pour se développer et étendre leur domination, menaçant les possessions égyptiennes. Ça fait longtemps que je ne vous l'ai pas dit, mais vous savez, la nature a horreur du vide. Quand vous n'êtes pas là, forcément, d'autres prennent la place. Il est donc urgent de reprendre le contrôle de cette région, en pleine effervescence politique. Meremta ramène des prisonniers qui sont envoyés dans les mines de cuivre de Timna, au sud du désert du Negev, à 20 km au nord du golfe d'Aqaba. D'autres sont offerts au temple thébain, aux membres de la cour ou de l'armée comme esclaves. Les enfants des élites cananéennes sont envoyés au harem royal pour être éduqués, devenir des dignitaires favorables évidemment à l'Égypte. Les populations de Judée, traumatisées par la violence égyptienne, vont se forger une mémoire culturelle qui va donner naissance au récit biblique de l'Exode. Voilà d'où ça vient. La couronne, elle, se désintéresse de la Haute-Égypte et de la Nubie. À cause des précédentes campagnes militaires très violentes, une grande partie de la population s'est enfuie. La région est désertée, donc il y a moins de personnes, si vous voulez, qui travaillent à l'extraction de l'or. Le taux de rendement baisse considérablement, ce qui entraîne l'appauvrissement des ressources de la Nubie. Le roi se concentre sur le nord et délègue la gestion de la Haute-Égypte et de la Nubie au vice-roi de Kouch, ce qui laisse le champ libre aux institutions et aux forces politiques locales. La capitale du pays de Kouch, Chat, se trouve dans le sud, sur l'île de Saï. Un décret de Séti Ier interdit tout simplement au vice-roi et à ses agents royaux présents en Nubie de se mêler des affaires conduites par le grand temple funéraire du roi à Abydos. C'est en ce lieu que les marchands du temple s'approvisionnent en or, en peau de léopard, en queue, en cuir de girafe, venus des 4 coins du pays de Kouch, évidemment. Ramsès II bâtit plusieurs grands temples en Nubie, dont le plus célèbre, c'est celui d'Abou Simbel. Il agrandit les domaines agricoles appartenant au temple, dont les rentes permettent de gagner les soutiens locaux de la couronne, encore une fois, en rémunérant les membres de l'administration égyptienne en Nubie. Il renforce leur indépendance, notamment militaire, au bénéfice du trésor royal. Le vice-roi veille à la levée de l'impôt et au peuplement de la région. Il recrute dans la région une main-d'œuvre servile qui est envoyée à l'exploitation des mines d'or. Les revenus des temples sont destinés à s'attacher certains chefs nubiens qui aident le vice-roi dans ses missions. Le retrait de la monarchie des affaires de la Haute-Égypte laisse donc une liberté de plus en plus grande aux institutions locales. De leur côté, les populations libyennes sont plus riches et mieux organisées. En 1208 avant Jésus-Christ, en l'an 5 de Meremta, les nomades libyens de Moyenne-Égypte se déplacent alors vers le delta. Le pharaon fait édifier des forteresses et des fortins le long de l'espace de circulation de ses pasteurs de Coméline, dans le delta occidental. On est à 300 km à l'ouest d'Alexandrie, si vous voulez. Ces forteresses ont pour objectif principal d'exploiter au mieux la totalité de l'espace littoral. Les Libyens ont trouvé le moyen d'échanger avec la Nubie en contournant la vallée du Nil. Ces envahisseurs sont menés par un roi, Méroui, fils de Dide. Et parmi eux se trouvent 5 peuples de la mer, comme on dit, dont les Égéens.
Les courants et les vents de Méditerranée facilitent la navigation entre l'Égée et la Cyrénaïque. Une partie du commerce organisé par les Libyens depuis la Nubie a pour destination la rive nord de la Méditerranée grâce à l'entremise de ces fameux peuples de la mer. Du coup, Meremta s'empare du camp de Meroui, établi au nord-est de Memphis, et ramène en Égypte 900 prisonniers offerts comme esclaves au temple de Karnak. Les places fortes, érigées dans la région d'Héracléopolis, sont confiées à des chefs libyens. De la même façon, l'armée égyptienne comprend un régiment d'archers libyens, et après l'adoption du char de guerre, le besoin en cuivre va augmenter, mais les rendements des mines du mont Sinaï et de Timna ne suffisent plus à y répondre. Du coup, l'Égypte renforce sa présence sur l'île de Chypre. Des objets liés au culte de la déesse Hathor, associés au cuivre, ont été exhumés sur le site d'Enkomi. C'est aussi la période de l'essor des routes de l'encens qui traversent le Sinaï depuis le sud-ouest de la péninsule arabique. L'encens remonte à travers le désert jusqu'à Gaza, puis la Méditerranée. À cette occasion, les Égyptiens découvrent un animal inconnu, le dromadaire, qu'ils représentent sur un plat qui a été découvert à Pi-Ramsès. En 1176 avant notre ère, l'Égypte subit l'attaque des fameux peuples de la mer, la fameuse attaque, une alliance de peuples donc venus de la mer Égée, dont les Sardanes, qui envahissent les royaumes levantins. C'est une sorte de confédération, si vous préférez, qui lance une vaste offensive contre plusieurs des côtes levantines et chypriotes, selon la grande inscription de l'an 8 de Ramsès III, rédigée sur un des murs du temple funéraire de Médinet Abou. Les habitants de l'Amourou se réfugient en Égypte, tandis que les peuples de la mer s'emparent de Byblos, Sidon et Tyr. Et quand ils menacent de s'en prendre à l'Égypte directement, le roi organise la défense entre le delta et la région de Gaza. Il mène 2 batailles qui impliquent des forces terrestres et navales. Il parvient à repousser les envahisseurs, il ramène de nombreux captifs qui sont offerts évidemment au temple comme d'habitude. L'organisation politique du Levant est totalement bouleversée. Plusieurs cités-États comme Chypre et Ougarit se sont effondrées, les villes ont été incendiées, les habitants massacrés. L'effondrement des anciennes alliances remet du coup en cause l'hégémonie égyptienne sur ce qu'il reste de leur empire asiatique. C'est un peu un colosse au pied d'argile, si vous comprenez. Les Égyptiens n'ont pas d'autre choix que de se désinvestir de plus en plus en Haute-Égypte et en Nubie, en se concentrant sur la région de la capitale. Thèbes n'est plus la capitale du royaume, même si Ramsès III y fait bâtir son temple funéraire. La monarchie concentre sa puissance au nord. En l'absence du pouvoir royal, les grandes familles locales prennent le contrôle du temple d'Amon et de l'administration locale. Encore une fois, c'est le jeu des vases communicants, si vous voulez. Lorsque Ramsès III souhaite installer sa garnison à Thèbes, il va se heurter à une très forte résistance locale. Il fait appel à un contingent de Sardanes qui s'installe par la force, mais par ce coup de force, le pharaon perd le contrôle des nominations aux fonctions les plus prestigieuses et les plus rémunératrices du temple. C'est pourquoi Ramsès VI recrée la charge de divine adoratrice. Il place sa fille, Iset, à la tête du clergé d'Amon. Il inaugure comme ça une tradition qui va se poursuivre jusqu'à la conquête perse. Mais de son côté, le premier prophète d'Amon va élargir son réseau politique au-delà de Thèbes. Il va nouer des alliances avec les grandes familles de Haute-Égypte. La disparition de la monarchie dans la région provoque un grave dysfonctionnement de l'administration royale en Thébaïde. Sous le règne de Ramsès IX, les artisans de la tombe royale ne sont plus approvisionnés en nourriture et cessent donc le travail. Ils doivent en plus faire face aux incursions de groupes libyens, vous voyez, ça part dans tous les côtés. Les garnisons installées sur le site ne sont plus aptes à protéger le village et la vallée des rois. Cette période de trouble marque la fin, évidemment, des grands travaux royaux dans les temples. Les artisans ne réalisent plus d'objets et de statues au nom du roi. La monarchie n'a plus les moyens de rémunérer ses agents. Les villages d'artisans sont abandonnés. Les habitants se réfugient au sein du temple funéraire de Ramsès III. Le vice-roi de Nubie s'empare de Thèbes, place la partie sud de la Moyenne-Égypte sous son autorité, élève des impôts qui permettent de verser à nouveau le salaire des artisans. Donc un nouveau chef, un nouveau shérif est arrivé, si vous voulez.
En 1080 avant notre ère, Ramsès XI envoie un général, le général Hérior, et son fils Piank pour exiger que le vice-roi restitue Thèbes à la couronne. Hérior prend la tête du clergé d'Amon, fait condamner les supposés rebelles au pouvoir royal, effectuant en réalité une épuration politique conduite contre les anciens partisans thébains du vice-roi. Il s'octroie alors le titre de fils d'Amon, sans pour autant contester la qualité royale de Ramsès XI. Il déclare ainsi l'autonomie politique de Thèbes et de sa région. Ramsès XI décède sans héritier, ce qui porte un coup fatal à une monarchie que vous avez compris étant totalement fragmentée. Au niveau de la bibliographie, je peux vous conseiller de Damien Agut, notamment, et Juan Carlos Moreno Garcia, L'Égypte des pharaons, de Narmer à Dioclétien, de Raymond Bloch et Alain Hus, Les conquêtes de l'archéologie, ça date de 1976, au sein de grandes civilisations disparues, de Pierre Norma, Dictionnaire historique de l'Égypte, et d'Anne-Sophie Pérez, Les tout-puissants pharaons du Nouvel Empire. Je vous souhaite une excellente semaine. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.